Bonjour à tous et bienvenue sur Mystérieuses Affaires Criminelles. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien installés, parce que ce que je m'apprête à vous raconter ne va pas vous quitter de sitôt. Vraiment. Ce n'est pas juste une affaire parmi tant d'autres, c'est une trahison d'une noirceur qu'on peine à imaginer. Mes chers abonnés, souvent pardonner une trahison, c'est comme tendre l'autre joue à un serpent. Vous croyez bien faire. Vous espérez que ça va s'arrêter là, mais non. La morsure qui vient ensuite est souvent bien plus vicieuse. Et le pire, c'est que l'impunité ne fait pas grandir les gens. Elle les encourage, elle les alimente, elle leur donne des ailes pour mieux voler au-dessus des limites, jusqu'à les écraser. Mais qui aurait pu deviner à quel point ça allait dégénérer? Notre histoire, aujourd'hui, nous emmène à Zébulon, une toute petite ville tranquille posée en Géorgie, aux États-Unis. L'endroit où tout le monde se connaît, où les voisins se saluent, où les secrets, en théorie, ne tiennent pas longtemps, sauf quand ils sont bien enfouis. C'est là que vivait Donald Clark, 41 ans, et sa femme, Jennifer, 30 ans. Un couple banal en apparence, 2 enfants, Josh et Jake, respectivement âgés de 10 et 8 ans à l'époque, en 2008. Une vie de famille comme tant d'autres. Donald avait aussi une fille, Nikki, d'une précédente relation. Elle avait déjà pris son envol, loin du nid, loin de ce qui allait venir. L'histoire entre Donald et Jennifer remontait à 1996. Elle, 18 ans à peine, lui 10 de plus. Un décalage, mais une connexion immédiate, suffisante pour qu'ils s'unissent à peine un an plus tard, en 1997. Leur bonheur semblait scellé lorsqu'ils ont accueilli leur premier fils l'année suivante, suivi par le deuxième 2 ans plus tard. Leur foyer s'est installé à Zébulon, un endroit où le calme règne en maître, comme figé dans le temps. Une bourgade où tout le monde connaît tout le monde et où les secrets, pourtant, s'enfouissent plus profondément que les racines des chênes centenaires. Donald, dévoué et infatigable, avait tout sacrifié pour assurer un avenir à sa famille. Il avait quitté l'école avant d'obtenir son diplôme, préférant plonger dans le dur labeur d'une usine locale. Sa persévérance l'a mené loin. Un diplôme obtenu sur le tard et une carrière qui montait en flèche. Jennifer, de son côté, travaillait comme aide-soignante dans une maison de retraite, apportant douceur et compassion aux personnes âgées. Mais, comme dans tout mariage, la vie n'était pas toujours un conte de fées. Les disputes, les compromis, les doutes, ces moments font partie de la danse du quotidien. Pourtant, malgré la différence d'âge qui intriguait parfois leur entourage, Donald et Jennifer semblaient incarner ce qu'on appelle un couple solide, uni dans l'adversité. Mais comme souvent dans les contes de fées, après l'arrivée des enfants, les fissures ont commencé à apparaître. Lentement mais sûrement, la dynamique familiale s'est transformée, et pas pour le meilleur. Nikki, la fille de Donald, a été la première à le remarquer. Jennifer, qui avait pourtant semblé si charmante au départ, s'est mise à adopter une attitude hautaine, presque méprisante envers son mari. Chaque remarque était une pique, chaque conversation un affront. Elle ne manquait pas une occasion de le rabaisser, instillant dans leur foyer une atmosphère lourde et toxique. Face à ce climat suffocant, Nikki a pris une décision radicale dès qu'elle en a eu la possibilité. Elle a quitté la maison familiale. Ce choix en disait long. Sa mère biologique étant décédée lorsqu'elle était encore enfant, on aurait pu penser qu'elle chercherait à se rapprocher de son père et de sa nouvelle famille pour combler ce vide. Mais non. Nikki a préféré fuir, cherchant refuge chez ses grands-parents, loin des conflits incessants et du comportement imprévisible de sa belle-mère. Et elle n'a même pas attendu d'être majeure pour partir. C'est dire à quel point l'ambiance à la maison était devenue insoutenable. Pendant un temps, Nikki a vécu en Floride, tentant de reconstruire sa vie loin du tumulte familial. Mais à 19 ans, tout a changé. Elle a appris qu'elle était enceinte. Dans un moment de vulnérabilité et d'espoir, elle a décidé de revenir auprès de son père, espérant trouver du soutien et un peu de stabilité. À son retour, Jennifer et Donald semblaient avoir retrouvé un semblant d'harmonie. Leur relation, pour un court instant, donnait l'impression d'un renouveau, d'une seconde chance. Mais cette accalmie n'a été qu'un mirage. Dès la naissance du bébé de Nikki, les tensions ont refait surface, plus vives que jamais. Le couple, malgré ses efforts pour sauver les apparences, a rapidement renoué avec ses vieilles habitudes. Des disputes incessantes, des tensions palpables, et surtout, cette pression constante que Jennifer exerçait sur Donald.
Elle ne se contentait pas de le rabaisser. Elle l'humiliait, encore et encore, comme si elle cherchait à lui ôter la moindre parcelle d'estime de soi. Pour Nikki, ce climat était devenu insoutenable. Une fois de plus, elle a pris la décision de quitter la maison familiale, réalisant que son père, malgré ses souffrances, refusait d'abandonner ce mariage dysfonctionnel. Et ce n'était pas faute d'avertissement. De nombreuses personnes dans l'entourage de Donald lui avaient conseillé de tout arrêter, de tourner la page et de reconstruire sa vie loin de Jennifer. Mais il s'accrochait. Pourquoi? Peut-être parce qu'il voulait désespérément préserver l'unité de sa famille. Ou peut-être était-ce parce que, dans les moments d'accalmie, Jennifer incarnait la parfaite maîtresse de maison et l'épouse attentionnée. Ces moments rares mais réels semblaient suffire à justifier pour Donald le maintien de leur union. Au début de 2008, le couple a déménagé dans une nouvelle maison, toujours nichée dans la petite et tranquille ville de Zébulon. Mais ce changement de décor n'a pas apporté la sérénité escomptée. Bien au contraire, c'est à ce moment qu'un événement imprévu est venu bouleverser leur fragile équilibre. Mike Yost, un jeune homme de 22 ans, fils du meilleur ami de Donald, s'est installé chez eux. Ce dernier traînait derrière lui un passif lourd, des problèmes judiciaires à répétition, un parcours scolaire abandonné en cours de route et une dépendance croissante à des substances illicites. Un cocktail explosif qui lui avait attiré l'attention constante des autorités. Donald, croyant encore aux secondes chances, a tendu la main. Il a proposé à Mike de venir vivre sous son toit, espérant qu'un environnement stable et familial pourrait l'aider à redresser la barre. Une belle intention, certes, mais parfois les bonnes actions ouvrent des portes sur des abîmes insoupçonnés. Jennifer, de son côté, s'est montrée particulièrement accueillante. Trop accueillante, pourrait-on dire. Très vite, Donald a remarqué une proximité troublante entre sa femme et le jeune homme. Les regards, les gestes, ces silences lourds de sous-entendus. Tout cela n'a pas tardé à éveiller ses soupçons. Un jour, n'y tenant plus, Donald a confronté Mike. Il l'a pris à part, le regard lourd de colère et de déception, et lui a posé la question qui le hantait. « Couches-tu avec ma femme ?» Le plus surprenant dans cette histoire, c'est la réponse de Mike. Il n'a pas nié, pas une seconde, pas une excuse, pas une justification. Il a simplement admis, sans sourciller, que oui, il entretenait une relation avec Jennifer. Malheureusement, pour Donald, cette énième trahison n'avait rien de surprenant. Jennifer l'avait déjà trompé à plusieurs reprises par le passé. Chaque fois, il avait ravalé sa fierté, fermé les yeux sur sa douleur et l'avait pardonné, tout cela dans l'espoir de préserver leur famille et de maintenir un semblant de stabilité pour leurs enfants. Mais cette fois-ci, c'en était trop. Après cette énième humiliation, Donald a pris une décision ferme. Mike devait partir. C'était une humiliation. Mike, son filleul, couchait avec sa femme. Sans plus attendre, il l'a mise à la porte. Pourtant, une fois le calme revenu, Donald s'est retrouvé face à lui-même, hanté par une question qui le rongeait depuis des années. Que puis-je encore faire pour la rendre heureuse? Il prenait soin d'elle, aimait leur garçon, se dévouait corps et âme à son rôle de mari et de père, mais tout cela n'avait jamais semblé suffire. Il est vite devenu évident, même pour les proches du couple, que le problème ne venait pas de Donald, mais de Jennifer. Mariée à seulement 18 ans, elle n'avait probablement jamais eu la chance de profiter de sa jeunesse, de cette période d'insouciance et de découverte. Peut-être était-ce ce manque qui la poussait à chercher ailleurs, encore et encore. Face à ces constats, Donald a décidé d'avoir une conversation honnête avec Jennifer. Ce fut une discussion lourde de vérité. Ensemble, ils ont conclu qu'il était temps de mettre fin à leur mariage. Pendant plusieurs jours, ils ont réfléchi, pesé le pour et le contre, et finalement pris la décision de divorcer. Tout semblait se dérouler dans un calme inhabituel. On aurait pu croire que cette séparation serait la première étape vers un nouveau départ sans drame ni éclat. Mais ce sentiment de tranquillité n'a été qu'une illusion de courte durée. Dans la nuit du 7 mars, Donald a été brutalement tiré de son sommeil par une sensation étrange sur son visage. Encore groggy, il a instinctivement écarté un tissu qui lui recouvrait la tête, juste à temps pour esquiver un coup de batte de baseball. Une fraction de seconde plus tard, il a vu Jennifer, debout devant lui, l'arme fermement serrée entre ses mains. Horrifié, il n'a pas attendu une seconde de plus. Il a quitté la maison précipitamment
et s'est rendue directement à la police pour signaler cette agression incompréhensible. Mais contre toute attente, une fois calmé, Donald a changé d'avis. Malgré la gravité de ce qui venait de se passer, il a refusé de porter plainte. « Je ne veux pas qu'elle ait des problèmes avec la justice », a-t-il déclaré, visiblement toujours attaché à cette femme qui venait de tenter l'impensable. Finalement, il a retiré sa déclaration. Cependant, cette nuit-là lui a ouvert les yeux. Dès le lendemain, Donald s'est rendu au tribunal pour entamer officiellement les démarches de divorce. Jennifer a quitté leur domicile conjugal, emportant avec elle ses affaires et Mike. Elle est partie vivre chez la grand-mère de ce dernier, laissant les enfants sous la garde de Donald. Cette séparation, bien que douloureuse, a semblé bénéfique pour tout le monde. Donald, débarrassé de ce mariage toxique, s'est pleinement consacré à ses fils. Et pour la première fois depuis des années, il a semblé revivre. Ses amis ont remarqué son sourire plus fréquent, son allure plus sereine. Il paraissait même rajeuni, comme si un poids immense venait enfin de se lever de ses épaules. De son côté, Jennifer a officialisé sa relation avec Mike. Ce choix, cependant, a été accueilli avec consternation par ses proches. Sa mère, en particulier, n'a pas mâché ses mots. « Tu as abandonné un homme parfait et une famille merveilleuse pour... ça ?» Les critiques pleuvaient, et le couple n'a pas tardé à devenir la cible des ragots de Zébulon. Mais Jennifer, imperturbable, semblait heureuse dans cette nouvelle relation, du moins en surface. Au printemps de 2008, les Clark vivaient séparés, mais leur divorce n'avait pas encore été finalisé. Les procédures traînaient en longueur, comme si même la justice hésitait à mettre un terme à cette union tumultueuse. Pendant ce temps, Donald jonglait entre un travail prenant et la lourde responsabilité d'élever seul ses deux fils. Ce n'était pas une tâche facile, surtout pour un père. Les devoirs, les repas, les soucis quotidiens, tout cela pesait lourd sur ses épaules. Pour alléger cette charge, Donald a pris une décision pratique. Il a engagé une nounou. C'est ainsi que Danielle Young, une jeune femme de 24 ans, est entrée dans leur vie. Mère célibataire de 2 enfants issus de relations compliquées, Danielle comprenait mieux que quiconque les défis d'une famille monoparentale. Donald l'avait rencontrée quelques semaines plus tôt dans un bar, alors qu'il tentait d'échapper à la spirale de ses pensées. Mais au lieu de chercher refuge dans l'alcool, il avait passé la soirée à discuter avec elle. Danielle, avec son sourire chaleureux et son écoute attentive, lui avait tout de suite plu. Quelques semaines plus tard, Donald lui a proposé de travailler comme nounou et de s'installer chez lui pour faciliter la logistique. Ce qui avait commencé comme une simple relation professionnelle s'est rapidement transformé en une idylle. Danielle et Donald ont trouvé chez l'autre un réconfort qu'ils n'avaient pas connu depuis longtemps. Mais bien sûr, dans l'histoire des Clark, le calme n'a jamais duré. Jennifer, toujours aussi imprévisible, est revenue au centre de la scène avec une nouvelle qui allait tout bouleverser. Elle était enceinte. Et comme si cela ne suffisait pas, elle n'était pas certaine de l'identité du père. Était-ce Donald ou Mike? Pire encore, des murmures dans la petite communauté de Zébulon laissaient entendre qu'il pourrait même y avoir d'autres candidats. Un test ADN devenait inévitable pour dissiper les doutes. 2 mois après que Donald avait déposé sa demande de divorce, Jennifer a décidé de lui annoncer cette nouvelle en personne. C'était la première fois qu'elle remettait les pieds chez lui depuis leur séparation. Ce qu'elle ignorait totalement, c'était que Donald avait engagé une nounou, et encore moins qu'il était désormais en couple avec elle. Quand Jennifer a aperçu Danielle dans ce qui était autrefois sa maison, quelque chose en elle a explosé. Elle n'a pas pris une seconde pour réfléchir. D'un pas furieux, elle a fait irruption dans la maison, laissant éclater une rage incontrôlable. Elle a crié, hurlé, reproché tout et rien à la fois. C'était une tempête de mots, de colère et de frustration. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, elle a saisi une batte de baseball, oui, encore une, et l'a brandie, menaçant Donald en lançant froidement « Cette fois, tu ne pourras pas esquiver ». L'atmosphère était électrique, chaque regard, chaque mot un pas de plus vers une éventuelle catastrophe. Mais, étrangement, malgré cette scène chaotique, Jennifer n'a exercé aucune violence physique. Pas un geste envers les enfants, pas une main levée contre Danielle. Après avoir déversé sa colère, comme un orage qui finit par se calmer, elle a simplement quitté les lieux, laissant derrière elle un silence lourd et oppressant. Danielle, quant à elle,
a été profondément marquée par cet incident. Toujours calme et posée, elle s'est retrouvée cette fois-ci paralysée par la peur. La scène avec Jennifer avait éveillé en elle un instinct protecteur presque viscéral. Elle était terrifiée non seulement pour elle-même, mais surtout pour les enfants. Une pensée glaçante s'était ancrée dans son esprit. Jennifer pouvait représenter une véritable menace, y compris pour ses propres fils. Malgré ses sentiments pour Donald, Danielle a fini par conclure que cette situation devenait intenable. Au début de l'été, elle a pris la décision de partir. Officiellement, elle a évoqué leur différence d'âge, 17 ans, comme raison principale. Mais la vérité était bien plus complexe. Effrayée et épuisée par le poids de ces événements, elle a choisi de s'éloigner. Donald, encore une fois, s'est retrouvé seul pour affronter les conséquences de ce chaos. En juillet de cette même année, 2008, le divorce entre Donald et Jennifer a finalement été officialisé. Ce moment, censé tourner la page, n'a pourtant pas marqué la fin des rebondissements. À cette période, les résultats du test de paternité ont révélé une vérité sans appel. L'enfant que Jennifer portait n'était pas celui de Donald, mais bien de Mike. Cependant, les conditions de vie chez la grand-mère de Mike, où le couple s'était réfugié, étaient tout simplement déplorables. La maison n'était pas adaptée à l'arrivée d'un bébé, et leur situation financière était catastrophique. Incapables d'assurer leur indépendance, Jennifer et Mike ont fini par demander de l'aide à Brenda, la sœur de Donald. Brenda, profondément attachée à son frère, a été stupéfaite lorsque celui-ci lui a demandé d'héberger son ex-femme et son amant. C'était une requête pour le moins inhabituelle. Mais, à la surprise générale, elle a accepté. Peut-être voyait-elle cela comme une manière de soutenir indirectement Donald et les enfants. Après tout, cette configuration permettait à Donald de rendre visite à sa sœur plusieurs fois par semaine, avec Josh et Jake, donnant ainsi aux garçons l'occasion de passer du temps avec leur mère. Mais c'est précisément à ce moment-là que l'histoire a pris une tournure encore plus déconcertante. Donald, visiblement poussé par le désespoir ou un besoin profond de rétablir une certaine harmonie, a tenté de se réconcilier avec Jennifer. Convaincu que ses fils avaient besoin de leur mère pour grandir dans un foyer équilibré, il l'a supplié à maintes reprises de revenir. Il voulait reformer leur famille, retrouver cette unité qu'il avait tant idéalisée. Pourtant, Jennifer a catégoriquement refusé, du moins jusqu'à ce qu'un nouvel élément vienne bouleverser la donne. En octobre 2008, Jennifer a subitement changé d'avis. Elle a accepté de retourner auprès de Donald, affirmant qu'elle avait enfin réalisé à quel point Mike était un poids mort. Il ne travaillait pas, n'avait aucun revenu, et leur vie de misère l'avait obligé à réévaluer leur choix. Jennifer, toujours habile pour rassurer et manipuler, a fait croire à Donald qu'elle avait enfin compris la valeur de leur relation. Elle a repris son rôle d'épouse dévouée, s'occupant de la maison et des enfants comme avant. Donald, de son côté, a continué à travailler sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans un acte d'amour ou peut-être d'aveuglement, il a même décidé d'accepter l'enfant de Jennifer comme le sien, prêt à l'élever et à l'aimer sans réserve. Cependant, malgré cette façade de réconciliation, il était évident pour tout le monde que la relation entre Donald et Jennifer n'était qu'un naufrage déguisé. Leur union, déjà toxique avant le divorce, avait atteint un niveau encore plus destructeur. Mais Donald, désespéré de maintenir l'illusion d'une vie de famille parfaite, refusait de voir la réalité en face. Jennifer, elle, jouait un double jeu. Elle n'avait même pas eu la décence de rompre officiellement avec Mike. Un jour, ce dernier est rentré du travail pour découvrir que Jennifer et toutes leurs affaires avaient disparu. Pas de mots, pas d'explication, rien. Lorsqu'il a appris qu'elle était retournée vivre avec Donald, Mike a été anéanti. Le jeune homme, qui croyait encore à la possibilité de construire une famille avec elle, n'arrivait pas à comprendre cet abandon brutal. Jennifer portait son enfant et l'accouchement était imminent. Désemparé, il a commencé à la supplier de revenir, espérant encore une réconciliation. La situation, déjà fragile, devenait explosive, comme une bombe à retardement prête à éclater. Le 19 novembre 2008, à l'approche de Thanksgiving, Brenda, la sœur de Donald, a commencé à s'inquiéter. Cela faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son frère. Donald, d'ordinaire très attentif à ses proches, gardait toujours le contact. Et Brenda, faisant partie de son cercle intime,
trouvait ce silence inhabituel et troublant. Après plusieurs tentatives infructueuses pour joindre Donald, Brenda a fini par contacter Jennifer, mais la réponse de cette dernière n'a fait qu'ajouter à son malaise. Jennifer a affirmé qu'elle n'avait aucune idée d'où pouvait se trouver son ex-mari. Trouvant cette réponse suspecte, Brenda n'a pas perdu de temps. Elle a contacté la police pour signaler la disparition de Donald. Lorsque les officiers sont arrivés chez les Clark, ils ont interrogé Jennifer qui leur a livré une version des faits des plus ordinaires. Selon elle, la dernière fois qu'elle avait vu Donald, c'était la veille au soir. Il était rentré du travail comme à son habitude, ils avaient partagé un dîner, regardé un peu de télévision, puis étaient allés se coucher. Rien d'anormal, disait-elle. Le lendemain matin, Donald serait parti travailler comme tous les jours. Jennifer a ajouté qu'ils avaient échangé quelques messages pendant la journée, notamment lorsqu'elle avait conduit les enfants à l'école. Donald avait répondu à ces messages, preuve qu'il n'y avait rien d'inquiétant. Mais ce soir-là, Donald n'était pas rentré à l'heure habituelle, et depuis, silence radio. Jennifer a expliqué que son téléphone, son portefeuille, ses papiers et même sa voiture avaient également disparu. Face à cette situation, elle a émis une hypothèse. Donald aurait peut-être fui. Mais cette théorie ne tenait pas debout pour ceux qui connaissaient Donald, à commencer par sa sœur Brenda. Avec conviction, elle a balayé cette idée absurde. « Mon frère est un homme sérieux, responsable et entièrement dévoué à sa famille », a-t-elle insisté. Donald s'efforçait de reconstruire sa vie et sa relation avec Jennifer. L'idée qu'il puisse tout abandonner, du jour au lendemain, sans un mot, était inconcevable. Le mystère autour de sa disparition ne faisait que s'épaissir, laissant une question suspendue dans l'air. Qu'est-il arrivé à Donald Clark? Au cours de leur enquête, les autorités ont découvert un détail intrigant. Donald avait entretenu une relation avec Danielle, la nounou de ses enfants. Cette révélation a ouvert la voie à une hypothèse séduisante pour les enquêteurs. Peut-être Donald avait-il décidé de tourner définitivement la page en quittant Jennifer et en fuyant cette relation toxique pour recommencer une nouvelle vie avec Danielle? C'est sur cette piste que la police s'est initialement appuyée, concluant que Donald avait probablement disparu volontairement et qu'il réapparaîtrait sous peu. Une conclusion hâtive qui n'a pas convaincu tout le monde, à commencer par Brenda, la sœur de Donald. Déterminée à retrouver son frère, elle s'est lancée dans une véritable croisade. Elle a imprimé des affiches avec son portrait, les a collées dans tout le quartier et les a distribuées à quiconque voulait bien l'écouter. Malheureusement, ces efforts n'ont produit aucun résultat tangible. Face à l'insistance de Brenda et à l'absence prolongée de Donald, les enquêteurs ont fini par reconsidérer leur hypothèse. En réexaminant les faits, ils ont découvert des éléments troublants. Depuis sa disparition, aucune transaction bancaire n'avait été effectuée à partir des comptes de Donald, et son téléphone portable était resté silencieux. Des signes alarmants qui éloignaient de plus en plus l'idée d'une simple fugue volontaire. Les forces de l'ordre ont alors tenté de reconstituer la chronologie du jour où Donald avait disparu. Mais ce travail s'est avéré laborieux. Les témoignages recueillis étaient confus, parfois contradictoires, rendant impossible de déterminer avec précision le moment exact où il s'était volatilisé. Ces zones d'ombre ne faisaient qu'ajouter à la complexité et à l'inquiétude entourant cette affaire. Un témoignage, cependant, a retenu l'attention des enquêteurs. Le supérieur de Donald, également un ami proche, a partagé une anecdote qui a ajouté une couche de mystère supplémentaire. Il a expliqué que Donald lui avait confié, peu de temps avant sa disparition, qu'il envisageait sérieusement de reprendre une relation avec Danielle. Mais à sa grande surprise, Donald avait également appris que Danielle était enceinte d'un autre homme. Bien que cette relation n'ait pas fonctionné, Danielle avait décidé de garder l'enfant, assumant seul les défis de la maternité. Malgré cette complication, Donald, connu pour son sérieux et son esprit protecteur, semblait déterminé à reconstruire une famille avec Danielle. Il souhaitait se libérer de ses relations toxiques avec Jennifer et se concentrer sur un avenir plus stable. Cependant, son supérieur s'était dit profondément troublé par son absence soudaine et inexpliquée. Donald ne s'était pas présenté au travail, n'avait donné aucun signe de vie et ignorait délibérément tout le monde, du moins en apparence. Ce comportement, totalement incompatible avec l'image de cet homme ponctuel et responsable,
était d'autant plus préoccupant qu'il venait tout juste de recevoir une promotion qu'il attendait depuis longtemps. Forte de ces nouvelles informations, les autorités ont décidé de rendre visite à Danielle, persuadées qu'elle trouverait Donald vivant et en bonne santé chez elle. Mais leur visite a débouché sur une nouvelle impasse. Danielle, visiblement bouleversée par l'annonce de la disparition de Donald, a affirmé qu'il n'était pas venu chez elle et qu'elle n'avait pas réussi à le joindre. Elle a également confirmé qu'ils avaient bien l'intention de reprendre une relation, mais elle ignorait tout de ce qui avait pu lui arriver. Sa coopération avec la police, ainsi qu'un alibi solide et rapidement vérifié, ont permis de l'écarter de la liste des suspects. Mais cette impasse n'a fait qu'épaissir le mystère autour de la disparition de Donald. Où pouvait-il bien être? Alors que les enquêteurs tentaient désespérément de trouver un mobile plausible pour une éventuelle fugue, les pièces du puzzle semblaient de moins en moins s'emboîter. L'idée d'un départ volontaire paraissait peu crédible. Donald, d'un naturel généreux, n'avait aucune raison financière de disparaître. Les $300 de pension alimentaire qu'il devait verser à Jennifer représentaient une goutte d'eau par rapport à son salaire mensuel de $3000. Pourtant, faute de preuves concrètes ou d'explications solides, il a fallu attendre une semaine avant que la police déclare officiellement Donald comme personne disparue. Ce délai crucial n'a fait qu'amplifier les inquiétudes de ses proches. Entre-temps, la vie continuait d'avancer, même dans ce climat d'incertitude. Jennifer a donné naissance à son fils, issu de sa relation avec Mike, le 25 novembre 2008. Mais cet heureux événement n'a pas suffi à détourner l'attention des enquêteurs. Armés de mandats, ils ont décidé de perquisitionner le domicile des Clark. C'est là que les premiers indices inquiétants ont fait surface. Dans la chambre conjugale, une odeur âcre de produits de nettoyage flottait dans l'air, piquant immédiatement la curiosité des agents. Le lit semblait anormalement propre, comme s'il avait été récemment désinfecté avec une solution puissante. Ce qui aurait pu passer pour un simple ménage d'entretien prenait un ton étrange. La parure de lit et le matelas étaient flambant neufs. Le mur contre lequel reposait la tête du lit présentait des traces visibles d'un nettoyage intensif. Les enquêteurs ont remarqué des zones pâles et blanchâtres sur le papier peint, uniquement sur cette section, comme si une tentative désespérée avait été faite pour effacer quelque chose. Le reste de la pièce, cependant, était loin d'être impeccable. Jennifer, interrogée sur cet étrange nettoyage sélectif, a tenté de se justifier. Elle a affirmé qu'elle avait entrepris un grand ménage en prévision de la naissance de son fils. Mais cette excuse n'a convaincu personne. Pourquoi nettoyer méticuleusement un seul mur, tout en laissant la chambre dans un état poussiéreux et négligé? Les enquêteurs, de plus en plus sceptiques, ont fait appel à des experts en criminalistique. Leurs analyses ont révélé de minuscules gouttes de sang microscopiques sur le mur fraîchement nettoyé. Confrontée à cette découverte, Jennifer a trouvé une nouvelle explication. Elle a assuré que ces traces de sang pouvaient s'expliquer par les accidents fréquents de ses enfants. Avec 3 jeunes garçons, ils se blessent souvent en jouant, a-t-elle déclaré. Quant à son nettoyage méticuleux, Jennifer s'est décrite comme maniaque de la propreté. Mais cette déclaration contrastait violemment avec l'état général de la pièce. Il devenait évident qu'elle essayait de brouiller les pistes et de dissimuler quelque chose. Malgré ces éléments accablants, Jennifer a tenu bon. Les policiers, incapables de la faire craquer, ont décidé de la relâcher, du moins temporairement. Mais ils n'étaient pas prêts à abandonner. Ils se sont tournés vers Josh et Jake, les fils de Donald, dans l'espoir de recueillir des informations supplémentaires. Les adolescents, bien qu'hésitants, ont fini par livrer des détails cruciaux. Ils ont raconté que le soir de la disparition de leur père, leur mère avait dormi dans la chambre avec lui. Mais ce qui les avait réveillés, ce n'était pas l'absence de leur père. C'étaient des bruits inhabituels provenant du rez-de-chaussée. Josh, curieux, s'était levé pour vérifier. Ce qu'il avait vu l'avait surpris. La porte arrière de la maison était grande ouverte. Cela n'arrivait jamais dans leur famille, où la sécurité était une priorité. Ces observations, bien que troublantes, n'ont pas suffi à éclaircir le mystère. Les enfants, trop jeunes pour comprendre pleinement la situation, n'avaient pas posé de questions à leur mère. Jennifer, fidèle à elle-même, avait soigneusement évité tout sujet pouvant éveiller des soupçons. Leurs témoignages, bien qu'importants, ont paradoxalement renforcé l'alibi de Jennifer,
suggérant qu'elle n'était probablement pas directement impliquée dans la disparition de Donald. Mais pour les enquêteurs, quelque chose continuait de clocher. Il était désormais clair que Donald avait disparu au cours de la nuit, et les bruits de pas entendus au rez-de-chaussée semblaient être un élément crucial de cette sombre affaire. Les enquêteurs, déterminés à faire la lumière sur ce mystère, ont élargi leur enquête et commencé à examiner d'autres suspects potentiels. Leur attention s'est rapidement tournée vers Mike. Il avait un mobile évident. Jennifer l'avait quitté pour retourner vivre avec Donald, et ce peu de temps avant la disparition. Plusieurs voisins ont affirmé avoir vu le pick-up de Mike garé près de la maison des Clark la veille des faits. Pire encore, certains témoins ont rapporté qu'un conflit avait éclaté entre les deux hommes. Les versions divergeaient sur l'intensité de l'affrontement, mais quelques-uns ont évoqué une possible bagarre. Pourtant, Jennifer, étrangement silencieuse sur cet épisode, n'avait jamais mentionné cet incident aux enquêteurs. Mike a été interpellé et conduit au poste pour un interrogatoire serré. Mais, contre toute attente, il a refusé de livrer la moindre information exploitable, répondant avec un calme presque calculé. Faute de preuves suffisantes, il a été relâché, bien que les enquêteurs continuaient de le considérer comme un suspect clé. Le véritable tournant de l'enquête est survenu quelques semaines plus tard, le 23 décembre. Un témoin a contacté la police après avoir fait une découverte glaçante. Alors qu'il promenait son chien dans son jardin, l'animal avait déterré un objet qu'il mâchouillait. Intrigué, l'homme s'était approché pour examiner de quoi il s'agissait. Ce qu'il a vu l'a figé d'effroi. Un portefeuille contenant une pièce d'identité appartenant à Donald Clark. Les enquêteurs se sont immédiatement rendus sur place. La découverte avait été faite à quelques mètres seulement de la maison de la mère de Mike, ce qui renforçait même indirectement les soupçons à son encontre. Une fouille méthodique des environs a été lancée. Sur un chemin non loin de là, les enquêteurs ont mis la main sur une batte de baseball et plusieurs autres objets suspects. Ces trouvailles ont conduit à une perquisition de la propriété de la mère de Mike. Très vite, leur attention s'est portée sur un champ adjacent. Après environ 1 heure de recherche, une découverte macabre a été faite. Dans des buissons, dissimulés sous une bâche camouflée recouverte de feuilles et de branches, se trouvait une scène qui allait hanter les enquêteurs pendant longtemps. En dépliant la bâche, ils ont trouvé un corps. La tête de la victime était enveloppée dans un sac plastique. Grâce au tatouage, l'identification ne laissait aucun doute. Il s'agissait de Donald Clark. L'autopsie a révélé des détails glaçants. Le crâne de Donald avait été littéralement pulvérisé par de multiples coups portés avec un objet contondant. La batte de baseball retrouvée sur les lieux correspondait parfaitement à l'arme du crime. Ces blessures étaient la cause directe de son décès. Cette découverte macabre a confirmé les pires craintes des enquêteurs. Donald n'avait pas disparu volontairement. Il avait été brutalement assassiné. Mais un détail intrigant est venu contredire la version de Jennifer. Donald portait toujours sa tenue de nuit. Selon ses déclarations, il aurait quitté la maison pour se rendre au travail ce matin-là. Cette incohérence, ajoutée aux éclaboussures de sang retrouvées sur le mur de la chambre, pointait clairement vers une toute autre vérité. Les indices accusaient fortement Jennifer et Mike. Tout indiquait que Donald avait été tué dans son lit, vraisemblablement pendant son sommeil. Le 25 décembre, alors que la plupart des familles célébraient Noël, la police a arrêté Jennifer et Mike. Les deux criminels étaient ensemble, en train de préparer les festivités comme si rien ne s'était passé. Jennifer, loin de sembler affectée par la mort de son ex-mari, paraissait même profiter de sa nouvelle vie avec Mike. Conduite au poste pour un nouvel interrogatoire, Jennifer a adopté une stratégie inattendue. Elle a complètement changé sa version des faits. Lors de l'enquête sur la mort brutale de Donald Clark, les versions de Jennifer, son épouse, et de Mike, son amant, se sont avérées aussi contradictoires que troublantes. Jennifer a affirmé que Mike avait pénétré dans leur chambre au petit matin, armé d'une batte de baseball, et qu'elle avait fui avec ses enfants avant d'être contrainte de l'aider à nettoyer la scène du crime et à dissimuler le corps. Mike, de son côté, a raconté une toute autre histoire. Selon lui, c'est Jennifer qui l'avait attiré chez elle, puis avait elle-même tué Donald pendant son sommeil. Il aurait seulement aidé à masquer le crime sous la pression et la manipulation. Malgré leurs accusations mutuelles, les preuves matérielles ont révélé une complicité évidente entre les deux.
Traces de nettoyage, objets déplacés et manipulation du téléphone de la victime ont mené les enquêteurs à conclure qu'ils avaient agi de concert pour tuer Donald et effacer toute trace du meurtre. Arrêtés et inculpés pour meurtre avec préméditation, les deux amants ont vu leur destin judiciaire diverger. Mike, confronté à la possibilité de la peine de mort, a accepté un accord avec le parquet. En échange de son témoignage contre Jennifer, il a plaidé coupable de complicité et a été condamné à la perpétuité, avec possibilité de libération après 30 ans. Jennifer, enceinte de 9 mois au moment du meurtre, a tenté de se défendre en rejetant toute responsabilité sur Mike, arguant qu'elle n'aurait pas pu physiquement tuer Donald seule. Pourtant, lors de son procès en janvier 2011, les témoignages et les déclarations, y compris une sortie vulgaire et maladroite au tribunal, ont achevé de convaincre le jury. Elle a été reconnue coupable de meurtre prémédité, falsification de preuves et maltraitance envers ses enfants. Elle a été condamnée à la prison à vie avec 60 années supplémentaires. Toutes ses demandes d'appel ont été rejetées. Mike, lui aussi, reste incarcéré à perpétuité en Géorgie. Merci d'avoir suivi cette affaire glaçante jusqu'à la fin. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'univers des affaires criminelles. À bientôt.